Alors depuis ce matin, on parle de la santé de nos rivières sur le territoire. Aujourd'hui, on va parler maintenant de ces usages et notamment des activités de loisirs et de la réglementation, de la sensibilisation et la communication qui sont faites autour de ces activités de loisirs qui sont importantes sur notre territoire. Et pour en parler, nous avons Céline Delagne, directrice du syndicat mixte Bassin-Versant Tarn-Amont, et j'ai mangé son nom, David Meyruès de la DDT Lozère, s'il vous plaît. Voilà, merci. Bonjour à tous, donc David Meyruès, je travaille donc moi à l'unité eau de la DDT 48, ce qu'on appelle communément la police de l'eau. Et donc je vais essayer sur un temps de digestion de vous rendre quelque chose de parfois rébarbatif le plus vivant possible. Donc la réglementation qui peut être en lien, en interaction avec les activités de loisirs liées à l'eau. Donc je commencerai tout d'abord par rappeler, parce que tout le monde ne connaît pas forcément comment ça fonctionne, ce que c'est que la loi sur l'eau et comment elle s'applique. Et ensuite on verra quelques exemples concrets qui peuvent être liés aux activités de loisirs justement. Et enfin on parlera de l'exercice de la pratique en lui-même. Donc la réglementation sur l'eau, c'est pas quelque chose qui est apparu dans les années 90. On va voir que c'est quelque chose qui a depuis longtemps préoccupé les hommes en termes de réglementation, puisqu'on retrouve des textes dans le code napoléonien. Certains articles de ce code sont encore présents dans le code civil et régissent notamment les interactions entre des différents propriétaires au bord des cours d'eau. On va retrouver une loi en 1898 qui commence à réglementer les usages sur les activités industrielles notamment. En 1919 sur l'hydroélectricité. En 1964, on a la création des agences de l'eau, la notion de gestion à l'échelle de bassin et notamment la détermination d'objectifs de qualité d'eau à atteindre pour certains cours d'eau. On va retrouver ensuite, donc en 1992, renforcé par la loi de 2006, ce qu'on appelle aujourd'hui la loi sur l'eau, qui va instaurer une nouvelle façon de voir les choses, puisqu'elle va considérer la réglementation en fonction des impacts que les activités humaines auront sur les milieux aquatiques. Voilà. On va retrouver notamment dans cette loi sur l'eau, elle va affirmer le principe de patrimoine commun de la nation pour l'eau, la notion de gestion équilibrée durable de la ressource en eau. Donc on voit bien qu'on est sur une réglementation non pas de protection des milieux, mais bien de conciliation des usages liés à l'eau. On a cette notion de respect des équilibres naturels et bien évidemment d'intérêt général quand on parle d'eau. En 2000, on a la directive cadre sur l'eau, DCE, qui va largement s'inspirer de ce qui avait été initié en 1964, en fixant des objectifs de bonne atteinte de l'état chimique et écologique à l'échelle de masse d'eau. Ça a été un peu évoqué ce matin, je ne vais pas m'étaler. Concernant cette loi sur l'eau, comment elle fonctionne, donc on parle de IOTA, nous, en réglementation, donc installation, ouvrage, travaux, activités, donc les IOTA, qui sont susceptibles d'être concernés. Je l'ai dit, c'est une approche par impact potentiel sur les milieux. On va faire une appréciation de cet impact avant travaux, donc a priori, pour déterminer le cadre réglementaire. Et ces IOTA sont classés dans des rubriques, dans une nomenclature, sur lesquelles on va retrouver des seuils. Et en fonction de ces seuils, vous serez soumis à différents degrés d'autorisation ou pas. Donc vous aurez notamment pour les impacts les plus élevés, ce qu'on appelle l'autorisation environnementale. Pour des impacts moyens, ce qu'on appelle la déclaration. Vous êtes soumis à déclaration, le régime de la déclaration. Et enfin, quand vous êtes inférieur à certains seuils, vous êtes considéré comme non soumis à procédure, c'est-à-dire que le législateur a considéré que les impacts qui sont rencontrés ne justifiaient pas d'être encadrés, réglementés. Voilà. Donc là, il y a 5 grandes catégories dans cette nomenclature. Donc ce qui va concerner tout ce qui relève des prélèvements, une nomenclature sur les rejets, les milieux aquatiques qui nous intéressent plus particulièrement aujourd'hui puisque c'est ce qui va être en relation avec les activités de loisirs. Le milieu marin, alors on ne devrait pas avoir trop ce sujet-là aujourd'hui, même si Véro était concerné il y a quelques millions d'années, mais ce ne sera pas le sujet. Et enfin, un autre régime qui concerne essentiellement tout ce qui va être les eaux souterraines, les recherches en géothermie ou recherches minières, qui ne nous concerneront pas non plus aujourd'hui. Je vous ai mis un exemple pour que vous voyez comment ça s'organise, un exemple de rubrique. Donc je vous ai mis bien sûr le titre qui concerne l'impact sur les milieux aquatiques.
On voit ici donc, la rubrique qui concerne la modification potentielle du profil en long, c'est-à-dire sur dans le sens linéaire du cours d'eau, ou le profil en travers du cours d'eau. Donc vous voyez à droite qu'on a un certain nombre de seuils. Donc si vous avez un projet qui est susceptible de modifier ce profil en long ou en travers sur plus de 100 mètres, donc un impact assez fort, vous êtes soumis à autorisation environnementale. Si vous êtes en dessous de ces 100 mètres, vous êtes soumis à déclaration. Donc vous voyez que sur cette rubrique-là, il n'y a pas de seuil minimum. Dès le premier mètre modifié, vous êtes soumis à procédure parce qu'on considère que ça a un impact qui nécessite d'être réglementé. À l'inverse, vous voyez la rubrique qui suit, qui concerne la pose de remblai dans le lit majeur. Donc le lit majeur étant la partie située à proximité du cours d'eau une fois que le cours d'eau a débordé, donc dans la zone inondable. Vous voyez que si vous avez une action qui consiste à remblayer et donc à soustraire à l'écoulement des crues une surface qui est supérieure à 1 hectare, vous serez soumis à autorisation environnementale parce que votre impact est jugé comme très important. Si vous êtes compris entre 400 m² et 1 hectare, vous êtes soumis à déclaration, mais ce qui veut dire qu'en dessous de ce seuil, vous n'êtes pas soumis à la réglementation, à la loi sur l'eau en termes de remblai. Alors attention, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas soumis à la loi sur l'eau que vous pouvez ne pas être soumis à d'autres réglementations. On va avoir notamment, quand on est à proximité des cours d'eau et quand on parle de remblai, on est souvent en zone rouge d'un plan de prévention des risques d'inondation. Et généralement, donc vous devez être en compatibilité avec son règlement, et généralement ces règlements-là sont plus restrictifs que la loi sur l'eau. Voilà. Ça veut dire qu'on le verra tout à l'heure, la loi sur l'eau elle encadre un certain nombre de choses, mais il existe également d'autres réglementations. Il est important que vous, en tant que porteur de projet, vous vérifiez que vous êtes bien en conformité avec ces réglementations. Comment se passe l'instruction d'un dossier? Donc on va bien sûr analyser l'ensemble des rubriques qui peuvent être concernées par un projet. On va déterminer les seuils qui sont présents et donc le régime auquel vous allez être soumis. Donc soit vous êtes soumis à rien, soit vous êtes soumis à déclaration et vous devez déposer un dossier en conséquence, soit vous êtes soumis à autorisation environnementale et c'est un dossier qui est encore un petit peu plus lourd et qui nécessite donc plus de précautions. L'instruction en général se passe avec ce qu'on appelle nous la séquence ERC, donc éviter, réduire, compenser, c'est-à-dire qu'on va vérifier que le porteur de projet s'est bien attaché à tout d'abord éviter l'impact, si c'est possible. Si ce n'est pas le cas, il va essayer de réduire au maximum son impact sur les milieux. Et une fois que ces impacts réduits seront réalisés, il va rester un impact résiduel sur lequel, en général, on demande de compenser cet impact par des différentes mesures. Voilà. L'ensemble de ces éléments-là, ils prennent acte dans un acte administratif qui est un arrêté préfectoral ou interpréfectoral, selon l'ampleur de vos travaux, si c'est à cheval sur plusieurs départements. Voilà, on va passer, donc ça c'était le cadre général, on va passer plutôt à quelques exemples qui concernent, vous le verrez, la réglementation sur l'eau, elle a plutôt affaire à ce qui concerne l'organisation de la pratique des activités de loisirs plutôt que la pratique en elle-même. On est souvent plus en contact avec des demandes liées à des prestataires ou des organisateurs d'événements. Ces demandes-là, elles présentent des aménagements ou des travaux qui ont soit un caractère permanent, soit temporaire, et ça peut jouer dans le cadre réglementaire. Et je l'ai évoqué précédemment, d'autres réglementations peuvent être concernées par ces aménagements, ces travaux, ces fameux IOTA, notamment si on a la présence d'espèces protégées, si on a des enjeux liés à la qualité des eaux de baignade, si c'est en lien avec l'organisation de la pratique sportive, par exemple, pour les activités liées au canoë, au canyoning, etc. La police de la navigation peut être concernée. Les PPR, je l'ai évoqué, PPR inondation si vous êtes en zone rouge du PPR. Et le code civil, tout simplement, par exemple, si vous êtes sur des propriétés privées. Voilà. Alors, n'apparaît pas le code couleur. Alors, il y avait le code couleur, mais tant pis, il n'apparaît pas sur le plan. Ouais, les pastilles ont disparu. Alors je vais vous le dire, alors j'avais mis un code couleur et des pastilles, les travaux qui sont soumis à procédure, d'autres qui ne le sont pas, mais je vais vous le dire comme ça. Donc on peut avoir comme demande, par exemple, liée aux activités ou en lien avec les activités de loisirs, la mise en place de systèmes de protection de berges. Ça peut être par exemple un propriétaire de camping qui souhaite maintenir ses terrains.
Donc on voit sur la gauche une protection en enrochement, une structure assez dure, inerte, qui va fixer et figer de manière assez durable et modifier donc le profil en long, le profil en travers du cours d'eau. Et ça, bien évidemment, c'est soumis à procédure, alors sur la base de seuil également, mais en tout cas, c'est des travaux qui sont soumis à procédure sur l'eau. À l'inverse, sur la droite, on voit des travaux de plantation pour essayer de lutter contre une érosion, pour essayer de réimiter la nature et remettre en place une végétation. C'est ce qu'on appelle souvent du génie végétal, et qui sont donc, dans le cadre de la loi sur l'eau, non soumis à procédure. Je vous ai mis d'autres exemples. Alors, en haut à droite, les deux photos, elles présentent des blocs déchargés puis des blocs mélangés en remblai. C'est simplement pour illustrer que les blocs soient arrangés ou qu'ils ne soient pas arrangés, qu'ils soient en mélange avec de la terre ou pas, à partir du moment où vous mettez en place une structure qui va figer, qui va fixer la berge de manière durable, ils sont soumis à procédure. C'est des travaux qui sont soumis à la réglementation. Alors l'exemple en bas à gauche, il est un peu plus particulier parce que donc on voit que l'enrochement, on ne voit pas très bien, l'enrochement il est un peu sur la gauche et il est surtout hors du lit mineur. Donc il est dans ce fameux lit majeur. Si c'est simplement un mur qui est présent comme ça dans le lit majeur, il n'est pas soumis à la loi sur l'eau. Par contre, si derrière ce mur vous remblayez ou que ce mur conduit à soustraire à l'écoulement une surface supérieure à 400 m², vous retombez sur la rubrique que je vous ai présentée tout à l'heure sur les remblais et vous êtes soumis à procédure loi sur l'eau. Voilà. Et les petites subtilités qui font qu'on voit que parfois les situations ne sont pas toujours faciles à appréhender. On peut retrouver aussi des demandes qui sont liées à l'aménagement de descentes permanentes ou temporaires pour accéder à l'eau, pour un camping, pour l'activité canoë. Donc à droite, la descente permanente avec des enrochements, du béton, etc., donc qui fige de manière permanente la berge, va être soumise à procédure loi sur l'eau. À l'inverse, des petits aménagements temporaires raisonnables sans intervention dans l'eau et qui ont un caractère démontable en fin d'activité ne sont pas soumises à procédure. Voilà. D'autres exemples d'aménagement, donc à droite, en haut à droite, ce sont des aménagements d'éléments préfabriqués démontables. En bas, c'est la suppression de la végétation pour créer un accès, mais sans modification de manière claire du profil en long ou en travers, donc non soumise à procédure. Et en haut à gauche, je l'ai laissé, c'est une descente aménagée qui n'est pas non plus soumise. On l'a laissé pour la présence des canoës, simplement pour vous illustrer que pareil, la pose de canoë en bord de cours d'eau n'est pas concernée par la loi sur l'eau, mais par contre elle peut être concernée par le règlement du PPR inondation. Il peut y avoir des règles de stockage, des périodes, des façons de réaliser, des hauteurs à laquelle vous pouvez le faire. Donc c'est important pour vous de vérifier quand vous êtes sur la commune, quel est ce règlement. Les remblais, on l'a évoqué, ils peuvent avoir un caractère permanent. Et si vous êtes au-dessus des seuils, vous êtes soumis à procédure. Ils peuvent aussi avoir un caractère temporaire. Dans certains travaux ou projets, l'entreprise peut avoir besoin de stocker de manière provisoire des remblais pour pouvoir les utiliser ou les remobiliser plus tard. Et si c'est effectué sur une courte période et dans des périodes où le risque d'inondation est faible, c'est des travaux qui ne sont pas soumis à procédure loi sur l'eau. Voilà. À l'inverse, si vous le stockez sur une longue période et je dirais dans les périodes les plus sensibles au risque d'inondation, on va vous demander soit de les évacuer, soit vous allez rentrer dans le cadre de la réglementation et vous serez soumis à procédure. Les déflecteurs, ça a été un peu évoqué avant, donc on voit sur la gauche un déflecteur qui fixe de manière durable le profil en travers, qui modifie les écoulements, qui va subir le passage des eaux sans forcément évoluer. Et à droite, ces fameux petits barrages qui ont été évoqués, ces petits déflecteurs qui sont présents, qui sont réalisés habituellement lors des activités touristiques et qui ont un caractère temporaire, à vocation à disparaître aux montées d'eau et qui ne sont pas soumises à procédure. Alors entre la photo de droite et la photo de gauche, on va bien évidemment avoir tout un panel d'aménagement ou de construction. Et c'est au moment de l'instruction qu'il va y avoir une appréciation de ce caractère temporaire ou pas, et d'impact significatif ou pas sur le profil en long ou en travers, qui fera que vous serez soumis à procédure ou pas.
J'ai mis quelques exemples d'évacuation d'embâcles. En général, les demandes sont liées plutôt à la sécurisation de la pratique, pratique de baignade, pratique canoë, parce qu'évidemment, ils présentent un risque de coincement, de noyade. Généralement, ces activités sont effectuées à partir de la berge par câblage avec des engins et sont non soumis à procédure, sauf cas particulier s'il vous faut intervenir dans l'eau de manière assez conséquente pour sécuriser un site. C'est rarement le cas dans le secteur des gorges du Tarn. On peut avoir également des demandes concernant des travaux de régalage, de scarification des bancs de gravier. Généralement, soit pour constituer une plage pour l'activité touristique, ça peut être également dans un objectif pour les communes de sécuriser le passage de l'eau, par exemple sur un ouvrage d'art ou autre. Donc les deux exemples que vous avez sur votre gauche, en haut et en bas, ce sont des aménagements qui ont été effectués sans intervention dans l'eau, sans exportation de matériaux. Et donc ce sont des travaux qui sont non soumis à procédure, loi sur l'eau. Sur la photo de droite, vous voyez qu'on a une différence de niveau assez conséquente de gravier, donc, ce qui montre bien qu'il y a eu une exportation, une extraction des matériaux. Et à partir du moment où vous exportez des matériaux de la rivière, vous êtes soumis à procédure loi sur l'eau, parce que la présence de ces matériaux est importante pour le fonctionnement des cours d'eau, et à partir du moment où vous les évacuez, que vous les enlevez du circuit sédimentaire du cours d'eau, vous avez un impact qui est conséquent, et donc vous êtes soumis à procédure loi sur l'eau. Encore un exemple de régalage de banc. Donc vous voyez à gauche une intervention qui se fait hors d'eau et donc non soumise à procédure, sans export. Et puis à droite, bien évidemment, une intervention dans le lit mouillé et donc avec un impact potentiel qui nécessite d'être soumis à procédure loi sur l'eau, notamment pour mettre en place des mesures de protection du milieu pour éviter d'impacter en phase travaux. Voilà, donc on va passer maintenant, là c'était des exemples qui concernaient vraiment plutôt l'organisation, la préparation des activités de loisirs. Maintenant, concernant la pratique elle-même, d'une manière générale, la pratique des activités de loisirs s'exerce librement dans le respect des lois, et notamment, en particulier, de la propriété privée, par exemple. Dans certains cas de figure, on peut avoir la possibilité, en tout cas pour le législateur, de réglementer les activités de loisirs si on avait par exemple un enjeu fort, particulier, imaginons un captage d'eau potable par exemple, et une activité de loisir qui, par la nature même de sa pratique ou la surfréquentation, mettait en péril cet enjeu. Voilà. Et donc dans ces cas-là, on a effectivement possibilité d'intervenir pour réglementer cette pratique. La particularité sur ces activités de loisirs, c'est qu'on va avoir à la fois un impact individuel, ça a été évoqué ce matin aussi, qui est relativement modéré, voire quasi inexistant, et par contre un impact cumulé, alors cumulé soit sur un même site, entre un baigneur et 1000 baigneurs, c'est pas le même impact, mais cet impact cumulé, il peut aussi être tout le long d'un linéaire, puisqu'effectivement, si vous avez un site de baignade ou 500 sites de baignade, eh bien, cet impact, il peut devenir important. La difficulté étant qu'il est souvent difficile à mettre en évidence, ça a été évoqué par Luc notamment ce matin, disant qu'on est sur des milieux qui restent quand même relativement bien préservés et qui ont cette résilience qui fait que dès l'arrêt de la pratique, le milieu redevient globalement dans l'état dans lequel il était avant pratique. Voilà. Donc on voit bien que les aspects liés à la loi sur l'eau concernent essentiellement l'organisation de la pratique et que sur les exercices de la pratique en elle-même, elle a peu de prise. Et donc le levier le plus intéressant, si on veut avoir des pratiques, on va dire, respectueuses de la préservation des milieux, c'est plutôt le levier de la sensibilisation, de la communication des professionnels, des pratiquants. Et c'est ce que va vous présenter maintenant Céline. Voilà, merci. Donc du coup, je vais prendre la suite de David par rapport à la réglementation. Donc vous avez vu que la réglementation ne peut pas tout gérer, tout réglementer. Donc l'idée de ma présentation, c'est d'essayer de faire le lien entre cette réglementation et puis les pratiques qui sont exercées sur le bassin versant.
Avant tout, peut-être repréciser quand même que l'activité touristique n'est pas nouvelle sur le territoire du Tarn amont. Elle est là depuis de nombreuses années, même le début, fin du XXIe siècle, avec la découverte des secteurs spéléologiques et la découverte du COS et de ce qui s'y passe dessous. Et puis on a eu une activité de visite des gorges du Tarn qui a été établie par les bateliers de la Malène en particulier. Et puis au fur et à mesure des années, les activités se sont développées autour des activités de canoë en particulier, et puis également tout ce qui est autour de ces gorges, la randonnée et autres activités de pleine nature. Donc le territoire est quand même un territoire qui est relativement riche. Du coup, je reprends l'activité touristique sur le territoire du Tarn amont. On la retrouve aussi essentiellement par les campings, avec une fréquentation importante. On retrouve 104 campings sur le territoire, donc 81 en bord de cours d'eau, ce qui pose aussi une autre problématique par rapport aux zones inondables. Et on sait, par rapport aux différentes sources des comités départementaux de tourisme, du 48 et du 12, que ces campings représentent à peu près 50% du nombre de lits des hébergements marchands. Donc c'est vraiment, pour pouvoir aller vers de la sensibilisation des usagers, c'est une cible privilégiée, on va dire, sur le contact et la pédagogie. Par contre, voilà, c'est un public qui tourne et qui est là peu de temps sur le territoire. On a également une enquête qui a été réalisée sur la période 2018-2019 qui montre que 32% des visiteurs viennent essentiellement pour des activités de pleine nature. Ce qui est quand même une activité phare sur le territoire. On retrouve directement lié une quarantaine de prestataires nautiques réguliers autour de la location, par exemple de canoës. Et également, on a évoqué tout à l'heure des sites de baignade déclarés par les communes, avec 42 sites qui sont essentiellement sur le secteur du Tarn et également un petit peu sur la Dourbie, qui font l'objet d'un suivi sanitaire des eaux et dont 3 sites seulement sont aménagés avec un maître nageur sauveteur. Donc une petite aparté, le classement des eaux de baignade 2021 a qualifié ces sites pour 28 de très bons, 8 bons et 2 seulement insuffisants. Donc une attractivité quand même relativement forte de ces sites de baignade. Très très rapidement, une évaluation sommaire de la fréquentation sur le secteur gorge et Cévennes. Ce n'est pas la partie du syndicat, les CDT par exemple, dont je tire cette information, seront bien plus pertinents pour parler de ces données-là. Mais c'était juste pour vous montrer ce qui peut être sorti en termes de chiffres. En 2021, sur le secteur de la Lozère, donc c'est des données qui sont issues des réseaux Orange, télécommunications. On s'aperçoit donc sur le secteur de Cévennes-Mont-Lozère, donc la partie la plus amont du bassin, mais qui touche également d'autres secteurs de la Lozère, des nuitées relativement importantes. On a environ plus de 1 320 000 nuitées qui sont réparties sur ce territoire-là, et également sur le secteur de Gorge du Tarn-Cos, où on a plus de 1 million de nuitées sur l'année 2021. Donc on l'a dit au travers des différentes présentations, il y a eu quand même un boom de fréquentation estimé, alors suivant les acteurs, de 15 à 20 voire 30%, j'ai entendu tout à l'heure, de fréquentation en plus sur ce secteur pour les années 2021, pour l'année 2021. Également, le flux Vision Orange permet, alors c'est à prendre avec précaution, mais une comptabilisation de ce qu'ils appellent les excursions. C'est lorsqu'une personne est présente plus de 2 heures consécutives sur une zone d'observation entre 6h et minuit et qui ne réalise pas de nuitée la veille ou le soir du jour étudié. Donc là, c'est pareil, on a des chiffres quand même qui sont relativement importants. Sur Gorge du Tarn-Cos, près de 1 670 000 excursions, et sur Cévennes-Mont-Lozère, plus de 1 382 000 excursions. Donc c'est pour vous situer un petit peu d'où on part et d'où on se doit concentrer nos efforts vis-à-vis de cette pédagogie, de cette sensibilisation. Donc il y a déjà des choses qui sont faites au travers de territoires qui sont reconnus. Et également, on note des pratiques qui sont en évolution sur le territoire. Donc il faut s'adapter, il faut faire preuve
de nouveautés aussi dans notre communication. On a plusieurs classements ou zonages, le site UNESCO, le parc national des Cévennes, le parc naturel régional des Grands Causses, le grand site des Gorges du Tarn de la Jonte et d'Écosse, et d'autres également classements. On note aussi des pratiques qui évoluent, qui sont émergentes. On voit de plus en plus du paddle, de nouvelles techniques aussi, pour l'instant assez marginales, mais qui se développent, de rando descente sur l'eau avec des embarcations gonflables, de la navigation nocturne, du tubing, des techniques de pêche aussi qui évoluent. Également, les acteurs du territoire se sont mobilisés pour avoir une attractivité, mais la plus raisonnée possible aussi, avec par exemple l'itinéraire Gorges et Vallée du Tarn, qui est donc une randonnée multipratique. Également des événements qui sont organisés comme la Tarn Water Race, qui a eu lieu récemment sur le territoire, qui est une descente canoë paddle, même de niveau reconnu avec une compétition derrière. Et des programmes, des initiatives locales qui sont portées par les uns et les autres au niveau des collectivités ou des parcs. On a par exemple le programme récréateur sur la partie amont du bassin, des pôles de pleine nature sur le territoire, également des initiatives, par exemple on peut citer le manifeste qui a été réalisé avec les acteurs du canyoning par le parc national des Cévennes. Voilà, donc on voit qu'il y a quand même déjà pas mal de petites choses qui se font, ou de grandes choses même, mais qu'il faut continuer et aller vers cet accompagnement des usagers sur la pédagogie et la sensibilisation. Donc ce volet-là, en fait, est un objectif important du SAGE. Donc je vous en ai parlé ce matin, un SAGE qui a été établi dans les années 2000 et révisé en 2015. Qui identifie bien d'avoir comme objectif une eau de bonne qualité pour ces activités récréatives. Donc pour cela, le syndicat en fait se mobilise autour des gestionnaires de baignade. On en a un petit peu parlé tout à l'heure déjà, avec un appui sur la détermination des sites fréquentés pour la baignade auprès des communes. Donc à noter cette année par exemple que nous avons 4 nouveaux sites qui ont été déclarés sur les communes de Comprégnac, Poyle et Dourby, qui ont une fréquentation importante, mais où il n'y avait pas d'analyse sanitaire de la qualité des eaux. Donc là, le syndicat est venu en appui de ces communes pour pouvoir faire une déclaration auprès de l'Agence régionale de santé. Le syndicat aussi peut réaliser à la demande de ces gestionnaires de baignade les profils de baignade et leur actualisation si nécessaire, et également réalise les fiches de synthèse annuelles, qui est un document qui est obligatoire, qui doit être posé sur les sites de baignade. Également, une action qu'on a développée en particulier cette année, c'est l'appui à la signalétique, puisqu'il y a une partie réglementaire qui doit être posée sur ces sites avec l'analyse de qualité de l'eau bactériologique qui est faite par l'ARS tous les 15 jours, sauf problème, qui est en fait plus régulièrement. Et également, nous avons souhaité développer une signalétique autour d'informations sur les sites de baignade. Donc également, on a en appui lorsqu'il y a une problématique de pollution ou d'orage qui perturberait la baignade. Et également tout le suivi cyanobactérie. Donc sur la partie vraiment liée à la baignade, donc vous voyez ici en fait le panneau qui a été développé pour être posé sur les sites de baignade, à la fois baignade non surveillée et les baignades surveillées par un maître nageur. Donc ici c'est l'exemple d'une baignade non surveillée sur le camping municipal de Pont-de-Montvert sur Mont-Lozère, donc avec une première partie qui concerne la réglementation, donc on revoit bien notre fiche de synthèse, également la fiche sur les cyanobactéries benthiques, donc là à un stade de vigilance avec la précaution sanitaire pour la baignade, également l'analyse qualité d'eau de l'ARS, et si besoin, un arrêté d'interdiction de la baignade qui doit être réalisé par les communes en cas de problème. Et donc ensuite, ce qui a été souhaité par les élus du comité syndical, du syndicat, c'est d'avoir vraiment un message pédagogique. Et donc nous avons développé 5 illustrations autour de messages forts. Donc le premier message, c'est tout d'abord d'être là avec toute
discrétion, en observant le paysage et ses hôtes. Voilà, c'est la nature qui prend ses droits, c'est pas forcément l'usager qui est là. Et de bien respecter aussi les berges et la végétation vis-à-vis de l'érosion des sols par rapport à ces propriétés d'abriter une vie abondante sur les berges. Également tout un aspect autour de la propriété privée, puisque vous le savez certainement, sur les cours d'eau du Tarn-Amont, on est sur des cours d'eau non domaniaux, donc qui appartiennent à des propriétaires privés jusqu'au milieu du lit de la rivière. Et donc, ces sites de baignade, il y en a une grande partie qui sont, au moins pour y accéder en tout cas, ou même directement le site, qui sont sur des propriétés privées. Donc là, c'est important de bien signaler ceci. Également tout ce qui est lié à la sensibilisation par rapport le fait de se garer correctement, d'utiliser si possible lorsqu'elles existent des voies de circulation douce. De veiller aussi aux autres usagers, donc vis-à-vis des pêcheurs, des autres pratiquants, des promeneurs, etc. Ensuite, une recommandation par rapport aux déchets, au feu, on le voit particulièrement cette année, et également tout ce qui est lié au campement sauvage. Voilà, des recommandations par rapport à ça. Et la 5e illustration, on l'a évoqué, c'est aussi de sensibiliser par rapport à la construction, à la non-construction de barrages en pierre qui peuvent provoquer le réchauffement de l'eau et également avoir des effets néfastes sur les poissons et les larves d'insectes. Voilà, donc ça c'est le message fort qu'on a essayé de mettre en place. C'est le même message que vous allez retrouver sur les baignades surveillées. La seule différence, c'est la partie vraiment sécurité qui change sur la partie haute du panneau, avec des drapeaux de couleur, puisque là, on est avec une surveillance aussi par maître nageur. Donc ça, c'est la première action que le syndicat a pu mener sur la partie baignade. Également, les élus ont souhaité pouvoir avoir le recrutement de 2 ambassadeurs des cours d'eau pour cette saison estivale 2022, donc qui sont présents dans la salle. Voilà, c'est Pierre et Alizé, si vous voulez vous lever, que tout le monde vous voit. Qui vont parcourir cet été les bords de cours d'eau sur les sites de baignade et également dans les campings pour proposer des petits stands, des petites animations de découverte de la rivière pour sensibiliser les touristes et aussi les locaux, parce qu'il n'y a pas forcément que des touristes de l'extérieur qui vont au bord des cours d'eau. Donc ça, ils seront là jusqu'au 30 août et ils commencent leurs animations cette semaine. Voilà, ils étaient en début de semaine sur les sites de baignade. Donc ensuite, on essaie depuis plusieurs années d'avoir des dialogues réguliers aussi avec les prestataires sur les prestataires nautiques, sur la sécurité nautique. Le syndicat peut intervenir dans le cadre de ses compétences sur la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations pour sortir des arbres. Ce matin, il y a eu une question relative à ces arbres qui tombent dans les cours d'eau et comment les collectivités les gèrent. Donc le syndicat est là avec un programme d'intervention et lorsqu'il y a cette question de prévention et de gestion des milieux aquatiques, il peut intervenir, ce qui peut aussi rendre service, je dirais, aux prestataires sur le secteur navigué. Également une petite action qui a été développée depuis l'année dernière, c'est une petite action de pas nautique en lien avec l'itinérance Gorge du Tarn. Donc ce sont des premières actions. Le but aussi de ce colloque aujourd'hui, c'est de pouvoir échanger avec les prestataires, et de prestataires acteurs du tourisme, pour développer des actions. Donc là, une des perspectives, c'est de mieux appréhender l'impact des activités sur les milieux, ce qui est quand même quelque chose de très compliqué à mettre en œuvre, qui demande pas mal de réflexion, puisque c'est pour analyser vraiment uniquement l'impact des activités nautiques ou de tourisme par rapport aux autres activités, c'est assez difficile, c'est multifactoriel. Les perspectives aussi, c'est de pouvoir développer des partenariats avec les acteurs du tourisme. Je crois qu'il y a des personnes qui sont présentes dans la salle de ce domaine-là, donc c'est aussi de pouvoir mieux discuter ensemble, voir ce qui est possible de faire par rapport à cette sensibilisation. Également mieux quantifier peut-être l'évolution de la fréquentation.
inciter une dynamique collective autour des prestataires nautiques. Donc ça, c'est quelque chose qui est important et qui, me semble-t-il, pourra se faire, parce que j'ai eu une discussion assez intéressante au buffet par rapport à ça, et d'ailleurs je vais lui laisser la parole, par rapport à ce côté dynamique collective autour des prestataires nautiques. Et ensuite, poursuivre la sensibilisation comme on l'a fait cette année. Voilà, donc j'en ai terminé pour mon intervention, mais je voudrais juste faire réagir avant les questions peut-être Monsieur David Montialou, qui est le président du syndicat des loueurs sur la Lozère, voilà, pour nous faire part un petit peu de son témoignage sur ce qui se passe sur les gorges du Tarn. Marion va vous donner le micro. Vous voulez la compléter. Comme vous voulez. Bonjour à tout le monde, je me présente, Montialou David, président du syndicat des loueurs de canoë-kayak de la gorge du Tarn, et je couvre essentiellement la partie haute gorge du Tarn, c'est-à-dire la partie concernée dont je suis à même de mieux discuter, c'est la partie entre Montbrun et le Rosier. La partie basse, je la connais un petit peu moins et tout le monde n'adhère pas au syndicat. Donc il y a des parties de rivière la plus basse dont si vous posez des questions, je ne serai peut-être pas en mesure de pouvoir y répondre. Après, pour la partie haute, on en a discuté tout à l'heure. Au niveau du syndicat, on est bien conscient que l'effet Covid, c'est-à-dire l'année 2019, 2020 et 2021, ont eu des répercussions sur la profession. Et le phénomène que ça a impliqué, c'est qu'on a eu une surfréquentation dans les gorges du Tarn au niveau de la profession canoë-kayak. Alors, on a évoqué des chiffres. Au niveau du département, des offices du tourisme, tout ça évalue à peu près à 15-20% l'impact de surfréquentation touristique. Nous, au niveau des bases de canoë-kayak, chez certains, on a été au-delà, on a été plus près de 30 à 35% d'évolution touristique, enfin de chiffre d'affaires et de surfréquentation de population de clients, je veux dire, à ce niveau-là. Donc on est bien conscient, on se les fait reprocher, il y a un constat qui a été fait, on est bien conscient qu'il y a une surfréquentation touristique au niveau de la rivière et on n'y est pas étranger parce on fait partie des principaux, si ce n'est le principal acteur des usagers de l'eau. Économiquement, on représente un gros poids, mais on est bien conscient aussi au niveau de la profession qu'il faut faire un partage des usages au niveau de la rivière, c'est-à-dire que les loueurs de canoë, c'est nous qui sommes le plus présents sur la rivière, c'est nous qui l'utilisons le plus, et sur une grosse période de la journée. Alors on avait la discussion de certains de mes confrères, moi j'étais favorable à ce qu'on aménage qu'on prenne certaines décisions pour faciliter justement ce partage de la rivière avec les autres usagers, c'est-à-dire des exemples qu'on avait évoqués, c'est-à-dire limiter la durée de navigation, les horaires de navigation pour que les pêcheurs puissent en bénéficier, c'est-à-dire qu'au lieu de faire partir les bateaux à 8h le matin et les récupérer à 20h le soir, comme c'est le cas dans certains secteurs, eh bien, on n'est pas de clients sur l'eau avant 9h le matin et on s'efforce de les récupérer le soir ou plus tard à 18h. Comme ça, on a un partage de la rivière pour tous les usagers, que ce soit les pêcheurs, les randonneurs, tous ces gens-là, pour minimiser l'impact qu'on peut avoir au niveau de la fréquentation touristique sur la rivière, quoi. Après, on est bien sensible aux problèmes écologiques et environnementaux, c'est-à-dire qu'on essaie de faire auprès de notre clientèle de l'information, de la sensibilisation aux problèmes, et au-delà de ça, on demande même à nos fournisseurs de se pencher sur le problème. On l'a évoqué avec une confrère de l'Ardèche. Au jour d'aujourd'hui, le problème auquel sont confrontés les milieux aquatiques, c'est l'impact qu'il y a avec les résidus de copeaux de plastique que les bateaux peuvent laisser sur la rivière. Donc nous, on est bien conscients aussi du problème et on a sollicité nos fabricants quant à la biodégradabilité des produits qui sont en mesure de nous proposer pour l'avenir afin de créer des embarcations mieux adaptées aux besoins de notre époque. Alors pour l'instant, les canoës en bambou, ça ne s'est pas fait et en peau de phoque, il n'y a pas de phoque sur les gorges du Tarn.
Donc on aura bien l'occasion d'en reparler, mais on est sensible à ce problème-là. On a fait remonter l'info et on est bien d'accord qu'il faut que nous aussi on évolue. On est prêt à se mettre autour de la table pour discuter avec les autres usagers du Tarn, comme la pêche, parce qu'il faut bien qu'eux aussi ils aient droit à profiter de la rivière autant que nous, si ce n'est plus. Parce que la pêche était là sûrement avant le canoë et ils ont le droit d'exister, de vivre et de profiter de la rivière. Et là, je cite la pêche, mais je pense qu'on est aussi appelé à se rencontrer avec les gens de la biodiversité pour essayer de mettre en place des protocoles qui font qu'on ait le moins d'impact négatif sur la pratique de l'activité et que ça soit le plus porteur pour tout le monde. Voilà. Est-ce que j'ai le micro? Je disais, je suis désolée de vous couper, mais il faut aussi qu'on arrive à terminer cette journée. Est-ce que d'autres personnes ont des questions sur tout ce qui a été dit sur l'accompagnement des activités de loisirs aux abords de rivières et sur les rivières? Oui. Les problématiques qu'on voit quand même régulièrement, moi je suis charbonné, c'est d'arriver en réalité des gens sur des plages où c'est accessible facilement. Et la problématique à table de riverains aussi, c'est que les gens ne se garent pas n'importe où. Et ça, c'est quelque chose de difficile. Bon, il y a beaucoup de propriétés privées, mais comment gérer ça, c'est quand même le problème auquel on peut se cacher. Alors, sur cette question, bon, nous, le syndicat, on n'est pas là pour aménager des zones de baignade, mais par contre, il y a des collectivités qui s'y penchent. On a les communautés de communes, par exemple, dans le cadre de l'opération Grand Site. Je ne sais pas si Vincent Bayon est là. Ces questions-là reviennent assez régulièrement. L'idée, c'est d'avoir quand même des points connus, on va dire, sur les propriétés publiques, des collectivités, pour peut-être plus faire de la communication par rapport à vos demandes sur des clients qui souhaiteraient avoir ces espaces-là. Par contre, j'attire quand même l'attention sur le fait que lorsqu'on aménage des baignades, derrière, ça veut dire pour la collectivité d'investir aussi sur un maître nageur sauveteur. Il y a toute une réglementation, les ARS aussi sont là pour le dire, il y a toute une réglementation qui va derrière, mais voilà, c'est des questions qui sont en train qui sont là depuis longtemps, mais qui sont en train d'être vues aussi par les organismes tels que le Grand Site ou les communautés de communes. Alors apparemment, il y aurait peut-être certains joueurs de canoë qui aimeraient développer une navigation nocturne. Alors là, on peut dire que la rivière est résiliente. Il faut quand même lui foutre la paix à un moment, parce qu'il y a toute une faune qui, dans la journée, est totalement perturbée, qui arrive avec le lever du jour à se nourrir. Je pense aux oiseaux. La nuit, ce sont les castors du loup. Mais s'il n'y a plus du tout de tranquillité, la biodiversité, on en a discuté ce matin, elle va en prendre un grand coup. Oui, bonjour à tous. Moi, j'ai deux questions plutôt sur l'aspect législatif. C'est de savoir s'il existe une loi qui interdit la navigation en dessous d'un seuil de niveau d'eau. Quand il y a vraiment plus beaucoup d'eau, est-ce qu'on continue à racler avec le palier dans les cailloux? Donc ça, c'est une première question. Et deuxième question, ça concerne plutôt l'usage privé. Et particulier, c'est sur on parle beaucoup de la qualité de l'eau, mais on ne parle pas de la quantité d'eau. Et du coup, c'est sur les pompages particuliers, les piscines, les laiteries, les agriculteurs aussi, les jardiniers particuliers qui pompent chacun dans son coin avec sa propre pompe. S'il y a des législations qui sont en train de se mettre en place. Alors, je vais vous répondre sur la partie réglementaire. Alors, il n'y a pas une
législation qui est en train de se mettre en place, il y a une législation qui est en place, et donc qui va encadrer un certain nombre de prélèvements d'eau, effectivement, à partir d'un certain volume. Je vais simplement rappeler que, comme pour les impacts qui ont été évoqués tout à l'heure, le législateur a considéré notamment qu'en dessous d'un certain volume, ce n'était pas soumis à procédure, c'est ce qu'on appelle l'usage domestique de l'eau. Et notamment, c'est ce qui va s'appliquer aux personnes qui vont mettre une crépine à l'eau, vous l'avez évoqué, pour arroser son jardin. Globalement, est considéré comme un usage domestique de l'eau, une personne qui va consommer moins de 1000 m3 par an. Voilà, ça c'est la réglementation. Au-delà, vous êtes soumis à réglementation à la fois pour la création de l'ouvrage de prélèvement, et à partir d'un certain volume ou d'un certain pourcentage de débit, si c'est dans un cours d'eau, vous serez soumis à réglementation sur le même principe qui vous a été présenté tout à l'heure. Donc soit un impact moyen soumis à déclaration, soit un impact assez conséquent soumis à autorisation. Pour autant, une fois que vous avez ces autorisations-là qui vous permettent d'exercer votre activité agricole ou autre, vous restez soumis éventuellement aux restrictions d'usage dans le cadre des arrêtés sécheresse. D'accord ? Donc les arrêtés sécheresse vont avoir un certain nombre de seuils qui sont calés sur des seuils de débit mesurés sur les cours d'eau et qui vont avoir, alors je ne connais pas l'arrêté côté Aveyron, mais côté Lozère, vous avez le seuil de vigilance, le seuil d'alerte renforcée, de crise, et à chaque seuil correspond des restrictions d'usage qui vont s'appliquer soit au remplissage de piscine, soit à l'arrosage de jardin, à l'irrigation, ou des adaptations des pratiques, notamment des heures dans lesquelles vous avez le droit de le faire, des heures où c'est interdit, et puis qui vont jusqu'à l'interdiction en cas de crise notamment. Voilà. La priorité reste l'eau potable et l'alimentation du bétail. Voilà. Et c'est une réglementation qui est déjà en place. Voilà. Concernant la navigation, peut-être... Je vais juste compléter par rapport aux arrêtés sécheresse et plus par rapport à la pratique nautique, hein, parce que je crois que c'était une de vos questions. Sur les arrêtés cadres de la Lozère et du Gard, il n'y a rien de spécifique par rapport aux activités nautiques. Par contre, sur l'arrêté cadre de l'Aveyron, alors sous contrôle des services peut-être de l'OFB, il y a une particularité pour les activités nautiques lorsqu'on est sur des niveaux d'alerte 1 ou 2 avec des interdictions de navigation sur un niveau 2 me semble-t-il pour les canoës et niveau 1 pour tout ce qui est lié à l'aquarandonnée, au canyoning qui sont interdits à partir du niveau 1. Juste, je fais une aparté. Depuis aujourd'hui, l'arrêté est sorti. Nous sommes en vigilance sur le département de l'Aveyron, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent par rapport aux deux autres départements, Lozère et Gard. Oui. Et côté Lozère, on est en alerte. Et on a eu quelques pluies aujourd'hui, mais la tendance est plutôt à basculer probablement assez rapidement sur l'alerte renforcée. Donc, renseignez-vous. Le niveau de vigilance, c'est simplement pour vous alerter, vous dire attention, commencez à faire attention, soyez raisonnable. Généralement, il n'y a pas de restrictions ou de modifications des comportements qui y sont liés. Et dès le seuil d'alerte, vous avez des restrictions d'usage ou des périodes à respecter. Et alors là, l'information, elle circule comment? Est-ce que c'est au particulier d'aller chercher l'information ou est-ce qu'on lui apporte l'information? Parce que ça aussi, c'est problématique. Généralement, les arrêtés sont transmis sur les sites de la préfecture. Ils sont généralement relayés dans la presse, que ce soit au niveau radio, presse locale. Alors j'ai un doute sur le fait qu'ils soient transmis aux communes. Aux communes, ils sont transmis, oui. Et ensuite, pour le citoyen, il y a un site internet à connaître. Alors, c'est encore internet, mais c'est ProPluvia. ProPluvia, c'est un site. Alors, oui, nom bizarre, je ne l'ai pas monté. C'est un site national, c'est relayé nous sur notre site Facebook du Tarn-Amont. Abonnez-vous si vous le souhaitez. Voilà, vous savez qu'on alerte régulièrement sur les nouveaux arrêtés de sécheresse. Et là, vous avez, pour nous, bassin versant du Tarn-Amont, qui sont sur 3 départements, vous avez l'information à un seul endroit pour les 3 départements. Et d'ailleurs, tous les autres départements de France. La réponse à ce monsieur. Ça affiche. On va donner la réponse à ce monsieur. Oui. Vous n'avez pas répondu à la question. Ah oui, donc, sur la question de la navigation nocturne. Donc, c'est ça ?
Donc c'est une question au niveau du syndicat qui nous préoccupe également. Donc là, je parle au nom du syndicat. Il faut savoir que sur la partie lozérienne, avec limitrophe avec l'Aveyron, donc jusqu'au Rosier, il y a un arrêté d'interdiction de navigation de nuit avec des dérogations qui sont possibles, qui sont instruites par les services de l'État. Donc ça, c'est ce qui est possible, ce qui est actuellement en place sur le territoire de la Lozère et la partie limitrophe jusqu'au Rosier. Mais c'est des questions qui reviennent, qui préoccupent. On a eu des échanges ce midi sur ce sujet-là. Ça fait partie des choses que le syndicat va vraiment... on va essayer de mettre les gens autour de la table pour en discuter, pour voir ce qui est fait et comment on peut peut-être évoluer vers quelque chose qui serait plus respectueux par rapport au milieu aquatique. Bien, ce qui nous concerne, nous remarquons, je ne sais pas, là, non. Oui, nous avons la chance de vivre dans un milieu remarquable et particulièrement sensible. Et les chiffres que vous avez indiqués concernant la fréquentation de ces sites est absolument hallucinant. On se retrouve dans des proportions très très importantes. Et dans le même temps, on constate que cette surfréquentation est surtout liée à la fréquentation en bordure de milieu aquatique. La question que je vais vous poser concerne la gestion du flux et sachant qu'un nombre considérable de sites aussi remarquables, aussi sensibles que le nôtre à travers l'Europe met en place des systèmes de gestion du flux, comme par exemple le parc national des Calanques, ou comme en Corse, ou bien comme le parc national de Plitvice en Croatie. Est-ce que cette réflexion-là est quelque chose qui va être envisagé sur notre secteur? Ouais. Je vais peut-être passer la parole à Vincent Bailleron du Grand Site Gorge du Tarn. Oui, bonjour, Vincent Bailleron, chef de projet Grand Site auprès de la communauté de communes Gorge-Célène. Donc, je suis nouvellement arrivé depuis 6 mois, donc je suis le dossier Grand Site. Et le projet Grand Site, c'est bien la préservation et le maintien du cadre exceptionnel de ce territoire, dans le Tarn et l'Écosse, tout en ayant un regard et un œil sur cette fréquentation touristique. Et cette gestion et cet observatoire de la fréquentation fait partie d'un de nos axes de réflexion qu'on doit mener là, dans les prochains mois dans le cadre de la candidature au label Grand Site de France, et donc de réfléchir sur quel tourisme on veut et quelle fréquentation est-ce qu'on, jusqu'à quel seuil, enfin, voilà, toutes ces questions sont à venir dans les prochains mois là, au sein de nos instances. Et pour apporter donc un complément, on n'est pas dans l'idée d'accueillir plus, mais c'est plutôt sur un tourisme durable, respectueux, responsable, raisonné. Et c'est vrai que quand on voit les risques d'incendie et les mesures qui peuvent être prises dans certains massifs, c'est peut-être aussi des questions qu'on doit avoir sur notre territoire. Donc voilà, toutes ces questions-là devront être mesurées et réfléchies dans les prochains mois dans le cadre de la candidature au label de Grand Site de France. Voilà, donc pour le territoire du Grand Site. Peut-être dernière... Ouais, parce que... Je fais une petite remarque sur le site alimentaire des Criques dans les gorges du Tarn. Quand les canoës s'arrêtent dans leur circulation, jusqu'à 20h, apparemment c'est 20h maintenant. Il paraît qu'on irait jusqu'à 18h. À 18h, ça serait bien d'arrêter les canoës, ce serait une bonne chose. Parce que le site alimentaire des Criques démarre souvent à la phase nocturne. Et ça peut durer toute une nuit. Alors si on arrive en plus avec des lumières, des ampoules, des phares, je ne vois pas comment ils vont pouvoir s'alimenter normalement. On parle en tant que pêcheur, on s'intéresse à notre milieu, c'est normal qu'on exprime cet aléa, c'est un aléa sur le milieu. C'est un biotope fragile, la truite a besoin d'une phase alimentaire et en repos. Voilà.
C'est entendu. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation sur la réglementation et la communication sur les activités de loisirs.